Bonsoir à tous et mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du 20h à la une de ce journal. Ils réaffirment non seulement leur position, l'évêque de Bafia a été assassiné, mais ils déclarent aujourd'hui avoir des preuves. Eux, ce sont les évêques du Cameroun qui ont saisi l'occasion de l'assemblée plénière des conférences épiscopales de l'Afrique centrale pour dénoncer une fois encore le décès suspect de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Pour l'archevêque métropolitain Samuel Cléda, l'Église catholique est à mesure d'apporter des preuves de ce qu'elle déclare. Douala, à l'épreuve des ordures ménagères, la cité économique est jonchée de tas d'immondices, incapable de faire, impossible plutôt de faire un pas sans apercevoir un bac à ordures plein à craquer. L'entreprise en charge de la collecte de ces déchets pointe un doigt accusateur vers des factures non payées, mais également vers un contrat désuet. Et puis l'on atteint peut-être le bout du tunnel dans la sempiternelle question de la gestion du droit d'auteur au Cameroun. Les deux dernières sociétés en la matière, la SOCAM et la CMC, ont été fusionnées ce jour à Yaoundé. Un grand pas dans la gestion des droits d'auteur selon des artistes musiciens qui ont pris part à cette cérémonie. Voilà pour le sommaire, les détails c'est dans un instant. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Nous le disions tout à l'heure, après avoir réaffirmé leur position samedi dernier au sujet des circonstances troubles du décès suspect de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, les évêques du Cameroun avouent aujourd'hui et affirment qu'ils ont des preuves de ce qu'ils déclarent. Ils disent donc pouvoir prouver que l'évêque de Bafia a été assassiné. Des informations donc qui sont sorties à la réunion de l'Assemblée plénière des évêques de la conférence épiscopale de l'Afrique centrale qui s'est ouverte ce lundi à Yaoundé. Occasion pour Monseigneur Cléda de revenir sur ce décès qui secoue l'Église catholique depuis plusieurs semaines. Des précisions avec Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Ce n'est pas exagéré que de dire que le fantôme de Monseigneur Bala a hanté l'ouverture de la 11e assemblée plénière des conférences épiscopales d'Afrique centrale. Et c'est le président de cette instance, par ailleurs archevêque de Douala, qui évoque la disparition de Jean-Marie Benoît Bala, alors évêque de Bafia. Mort dans des circonstances non élucidées, et il n'est pas encore inhumé. C'est le deuxième évêque assassiné au Cameroun après des prêtres et religieux. Face à la presse, Monseigneur Samuel Cléda persiste et signe. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été assassiné. Il dit d'ailleurs détenir des preuves, mais que le lieu et le moment ne sont pas indiqués pour les mettre sur la place publique. Ce n'est pas le moment de mettre ça sur le marché public. Nous avons nos éléments. Si nous affirmons quelque chose, les évêques, nous sommes des responsables. Ce que nous disons, c'est la vérité que nous disons. Et nous sommes convaincus de cela. Et nous voulons que la vérité soit établie pour qu'il n'y ait plus d'autres crimes. Les autres évêques présents à Yaoundé portent également le deuil de leurs collègues, convaincus qu'il a été assassiné et souhaitent que toute la lumière soit faite au nom de la vérité. Le procureur parle de probable noyade. Et si c'est une noyade, quel genre de noyade? On peut se noyer soi-même, on peut être noyé par quelqu'un d'autre. Nous avons la conviction que ce pasteur n'est pas mort noyé, en tout cas qu'il ne s'est pas suicidé, il a été tué. J'étais son voisin le plus proche. Nous ne pouvons ne pas être marqués par son décès qui nous attriste. Mais nous prions pour que le Seigneur lui donne la paix et que toute la lumière soit faite par rapport aux circonstances de son décès, qu'on puisse voir si la justice peut arriver à découvrir les auteurs et le mobile. Je sais que la main de Dieu est puissante. La puissance de Dieu est au-delà de tout. Le légat du pape s'est montré lui aussi préoccupé, bien que ne disposant pas plus d'éléments que le clergé camerounais. Nous sommes vraiment très désolés. C'est un événement triste qui nous laisse dans la détresse et que nous espérons que ce qui s'est passé puisse devenir un exemple de la nécessité de ce que nous voulons construire, c'est-à-dire un monde meilleur. Des réactions qui font suite au communiqué publié le 4 juillet dernier par le procureur général près la cour d'appel du centre. Jean-Fils Tamac mettait alors en avant la noyade comme étant la cause la plus probable du décès de l'évêque de Bafia.
Et notons que la rencontre ouverte ce jour à Yaoundé qui réunit les conférences épiscopales d'Afrique centrale table sur la promotion de la paix par l'écuménisme et le dialogue interreligieux. Un sujet plus que d'actualité dans une sous-région où les populations subissent très souvent plusieurs exactions, parfois au nom de la religion. Une fois encore, retour Marcelin Gansop. Dans plusieurs pays de la sous-région, des crépitements d'armes à feu et autres actes de violence endeuillent de nombreuses familles. Au nom de la religion, des gens tuent et pillent, laissant derrière eux le spectacle désolant d'un peuple ou d'une communauté meurtrie. Je me tourne personnellement vers vous, mes frères de la Centrafrique. Tous vos frères et vous-même vivez depuis quelques années une crise sociale politique grave qui chaque jour fait de nouvelles victimes. Les différents groupes en conflit ne sont animés que d'un esprit de haine et de vengeance. À vous aussi, Monseigneur Louis Porcelain Bouyou, évêque de Kingala, au Congo, dont vos collaborateurs et nombreux de vos fidèles se retrouvent dans les forêts. C'est conscient de cette montée du radicalisme religieux et des violences qu'il engendre que les conférences épiscopales d'Afrique centrale ont décidé de se pencher sur le sujet. Les victimes de cette barbarie, nourries par l'égoïsme et l'ambition démesurée des hommes, se comptent par centaines de milliers à travers le monde et dans notre région d'Afrique centrale. Tout est fermé au dialogue. Il n'y a que les couteaux, les machettes, les flèches et les fusils qui parlent. Un vrai changement de mentalité et d'attitude s'impose ainsi à tout croyant. Il faut arriver à une vraie attitude de conversion. À Yaoundé, il sera question pendant une semaine de voir comment l'œcuménisme et le dialogue interreligieux peuvent apaiser les tensions et cultiver l'amour du prochain. Le message de cette conférence, c'est un message de paix qui doit passer pour construire la paix à travers l'œcuménisme et le dialogue interreligieux, qui veut dire la nécessité aujourd'hui que les uns et les autres, dans nos diversités, puissions construire un monde de paix dans l'unité, dans la fraternité et dans le respect de l'autre. Pas un contre l'autre, mais un à côté de l'autre pour marcher ensemble dans la construction de notre société, dans la promotion du bien commun, par la promotion de la dignité humaine. Une 80aine de participants, dont des cardinaux, archevêques et évêques, prennent part aux assises de Yaoundé qui ont été ouvertes au nom du chef de l'État par le ministre René Emmanuel Sadi. Et toujours à ce sujet, notons que la situation reste préoccupante en République centrafricaine, malgré les initiatives de paix entreprises à divers niveaux par les autorités et même la conférence épiscopale de ce pays. Le point est fait par le cardinal Dieudonné Zapalenga, archevêque de Bangui. Il est au micro de Marcelin Gansop. Je vous propose de l'écouter. La situation à Bangui, un calme précaire qui règne. Ça veut dire qu'on peut arriver, on peut circuler et tout, mais on sent qu'au fond des gens, il y a encore ce sentiment de haine, de vengeance, l'appel aussi à réagir devant les événements qui restent latents. Donc on est comme assis sur des braises. Par contre, à l'intérieur du pays, la situation est plus préoccupante dans le sens que des hommes qui sont en armes prennent en otage toutes les provinces, pour ne pas dire les régions entières. Ceux qui sont en armes, c'est eux qui raquettent, c'est eux qui volent, qui pillent, qui incendient, qui détruisent des villages entiers. Et nous pensons que ça, c'est des situations préoccupantes où les pauvres populations sont victimes maintenant des seigneurs de guerre. Ce qui justifie, c'est qu'actuellement, il y a un chaos dans notre pays. Et tout le monde s'improvise, préfet, sous-préfet, chef, parce qu'il a une arme. Et ils veulent maintenant prendre de l'or, prendre les diamants, et aussi avec les bœufs, être des chefs et collecter de l'argent, puisque l'État n'existe plus, l'État est faible. L'État est seulement à Bangui, mais à l'intérieur, vous avez beau avoir le préfet, vous avez beau avoir le maire ou les autorités, mais ces autorités jouent de rôle de figuration. Ils n'ont pas l'effectivité
de leur autorité et c'est des désolations. Je vous le disais tout à l'heure, la ville de Douala est à nouveau à l'épreuve des ordures ménagères. Il est devenu quasiment impossible de faire quelques mètres dans la capitale économique sans apercevoir un bac à ordures inondé de déchets lorsque ces déchets ne sont pas tout simplement laissés à même le sol. Alors que les populations sont désemparées, l'entreprise en charge de collecter les ordures ménagères pointe un doigt accusateur vers un contrat désuet. En effet, elle était appelée à collecter 1500 tonnes d'ordures par jour dans la capitale économique. Seulement, la ville en produit bien plus. Des précisions avec Innocent Abega et Flavien Dongo. Des ordures ménagères inondent certains axes et lieux publics de la ville de Douala. L'image est insupportable par la population. Nous sommes près d'un bar à ordures comme ça. Parfois, on fait 3-4 jours avant qu'ils aient quand même pensé à venir ramasser. Même passer, balayer, comme ils balayent souvent difficilement. On respire des odeurs toxiques. La poubelle que vous voyez en face de nous, là, il n'y a pas de bac. Bon, quand on verse comme ça, parfois quand le camion ne passe pas pour les ramasser. Face à ces désordres urbains, les usagers ne cessent de décrier le phénomène. Des bacs à ordures qui débordent, toute chose qui amène parfois la population à jeter les ordures à même le sol. Quand le bac à ordures est plein, il faut qu'on le vide. Si on ne le vide pas, l'obligation, les ordures vont être au sol. Donc, il y a tout le désordre ici à la série dans le bac. Et j'ai pu verser même au sol, même quand le bac est vide. Et les parents encouragent même les enfants de faire ça. La ville de Douala est donc malade. Non seulement elle souffre de l'incivisme des populations, mais plus grave, des ordures qui peinent à être débarrassées par des employés de la société en charge de la collecte des déchets. La ville de Douala, maintenant, est l'image habituelle de la ville de Douala quand il pleut. Non loin de la direction de la structure, un bac à ordures plein d'ordures qui attend désespérément d'être vidé de son contenu. Pour la cellule de communication, les raisons de l'insalubrité qui teintent la ville de Douala sont liées aux difficultés conjoncturelles que traverse l'entreprise. Sur le plan économique, Isaka en a souffert justement parce qu'il y a eu des retards dans le paiement de la prestation, ce qui a perturbé l'approvisionnement en pièces détachées en carburant. Donc même en temps normal, le contrat ne couvre pas toute la production de la ville de Douala parce que ramasser les ordures, les traiter, coûte aussi cher. Au-delà de la question du carburant, le tonnage des ordures, évalué à 1500 par jour, à enlever dans la ville de Douala, reste plus élevé face aux véhicules en petit nombre, mais aussi très amortis. Quoi qu'arriver en fin de contrat d'une durée de 5 ans, le renouvellement du parc automobile, annoncé depuis le mois de janvier par l'entreprise, n'est toujours pas effectif. Entre-temps, l'image de la ville de Douala reste écornée par des ordures à certains endroits, transformées en une zone de production des mouches. C'est donc une image qui pourrait malheureusement encore durer. Tout à fait autre chose à présent, plus de 20 ans après son adoption en zone CEMAC, quelle est la véritable valeur de la carte rose? L'interrogation est au centre de la 18e session extraordinaire du Conseil des nationaux de la carte rose zone CEMAC. La rencontre a été ouverte ce lundi à Douala. Cette assurance censée faciliter la gestion des risques et le règlement des sinistres dans la zone CEMAC rencontre encore plusieurs entraves dans son implémentation. Des assureurs dénoncent par exemple des arrestations arbitraires de leurs clients. Éric Marcial Djomo pour les détails. Selon les experts de la finance et des assurances, l'utilité de la carte rose CEMAC n'est plus à démontrer dans le flux transfrontalier. Grâce à ce document, les véhicules peuvent aller et venir dans les pays de la zone CEMAC en toute assurance. C'est l'un des instruments mis en place par les chefs d'État pour faciliter, encourager et permettre une fluidité dans la circulation des hommes et des biens dans la sous-région. Seulement, au-delà des textes affinés au fur et à mesure par les acteurs au fil des sessions du Conseil de bureau et de la volonté politique des chefs d'État d'œuvrer selon les discours pour une véritable intégration sous-régionale, les entraves à l'essor et aux valeurs de la carte rose CEMAC restent nombreuses. Il y a des pays dans lesquels on a des difficultés parce que très souvent, nos assurés sont gardés à vue dans des gendarmeries sans autre forme de procès. Très souvent, les véhicules assurés sont mis en fourrière au mépris du droit, au mépris des textes de la CIMA. Et donc, la carte rose est extrêmement importante parce qu'elle permet d'essayer de trouver des solutions
commune. Le Tchad est l'un des pays clairement pointés du doigt dans ce registre. Créée depuis 21 ans, la carte rose CEMAC a fait du chemin, mais reste encore loin de ses objectifs de départ. Les questions de recouvrement et de règlement rapide des sinistres continuant à entacher cet instrument. Je le disais également tout à l'heure, ça chemine-t-on finalement vers le bout du tunnel dans la gestion des droits d'auteur au Cameroun. C'est en tout cas ce à quoi veulent croire les artistes musiciens qui ont pris part ce lundi à la cérémonie de signature d'un traité de fusion entre la CMC et la SOCAM, deux anciennes sociétés de gestion collective de l'art musical qui ne font désormais plus qu'une. Peut-être un nouveau jour dans ce secteur. On voit tout cela avec Élisée Bogba et Guizogo. La fusion CMC-SOCAM est désormais une réalité. C'est par la signature d'un traité de fusion à Yaoundé que cet acte a été matérialisé. La fusion-absorption, c'est toujours un apport, c'est une restructuration. Et la SOCAM va apporter son répertoire, son actif, son passif à la Cameroun Music Corporation pour rebooster les choses. Et la meilleure nouveauté, c'est aussi les textes. Vous savez que dorénavant, le président du conseil d'administration ne sera plus élu en assemblée générale. Il sera élu par ses pairs. Et ça va atténuer les tensions dans le style, il faut faire des campagnes électorales. Il faut déjà tirer une leçon d'humilité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être amnésique, non. C'est une bonne chose pour l'avenir. C'est une bonne chose pour essayer aussi, entre guillemets, de réconcilier les artistes entre eux. Mais une chose est évidente, c'est que cette fusion ne doit pas nous rendre amnésiques. Chacun sait ce que l'autre a fait. Mais seulement, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Nous ne pouvons pas jouer la musique dans un pays en guerre. Et nous devons aider le chef d'État. Il y a assez de problèmes au Cameroun. Les problèmes à Bamenda, de nos frères anglophones, au Grand Nord, une guerre qu'on nous impose de Boko Haram. Nous les artistes, ça a assez bavardé. Le chef d'État a donné des prescriptions fermes au Premier ministre. Ce n'est que la continuité qui est en train de suivre son cours là pour le moment. Pendant des mois, le comité technique de fusion des deux sociétés de gestion collective a travaillé pour rendre cette issue possible, d'où les appels lancés aux artistes pour que ce processus soit conduit à son terme. Je soutiens cette action et parce que non seulement j'ai vu un grand nombre d'artistes ayant participé à cette manifestation, surtout à cette réunion, je souhaite seulement que ça aille de l'avant et que nous allons très vite au niveau de la fusion et puis l'Assemblée générale très rapidement, dans 2 semaines. Je veux simplement leur dire que chacun essaye de taire son ego parce que nous avons cette maladie en nous, le syndrome de je sais tout. Mais je souhaiterais simplement que chacun de nous garde une certaine humilité, de reconnaître la valeur de son frère. Les artistes sont tous d'une même mère et d'un même père. Laissons les divergents qui n'ont pas de sens, tel les Bamileke, tel les Bétis, tel les Nordistes, tel les Sissi. Les Camerounais, nous sommes un et indivisible. Par 2 correspondances datées du 24 et du 31 mai 2017, le secrétaire général des services du Premier ministère et le ministre des Arts et de la Culture ont définitivement confirmé l'option du gouvernement pour la fusion CMC-SOCAM et l'absorption de cette dernière par la CMC. Une assemblée générale de la CMC est prévue dans les prochains jours pour entériner cette fusion. Notons là, enseignement supérieur à l'université de Maroua, à l'extrême nord du pays, reçoit son nouveau recteur. Idriss Alioune a été installé dans ses nouvelles fonctions il y a quelques jours. Le nouveau patron de cette institution universitaire aura comme principale mission de relever le défi infrastructurel de l'université de Maroua qui souffre d'un déficit de logistique. Il faudra également, pour ce nouveau recteur-là, veiller à l'arrimage à l'économie numérique, entre autres, des recommandations qui ont été formulées par le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famundongo, qui a présidé cette cérémonie.
Restons dans la région de l'extrême nord. La ville de Kousséri vient d'abriter le premier forum départemental consacré à la lutte contre la maladie à virus Ebola. Vous vous en souvenez, cette maladie avait sévi dans plusieurs pays africains il y a quelques mois. Le forum a donc également fait la part belle à la lutte contre la poliomyélite. Cette maladie-là touche encore plusieurs enfants dans cette partie du Cameroun. Des précisions avec Amadou Daïrou et Mirabel Mazou. Éradiquer la poliomyélite, mener une lutte acharnée contre la pratique des mariages précoces et surtout prévenir la maladie à virus Ebola, voilà les grands chantiers que l'UNICEF envisage mener dans le département du Logone et Chari. Le tout premier forum départemental qui s'est tenu à Kousséri a pour prétexte la crise humanitaire et le déplacement des populations en quête de tranquillité face à la situation trouble qui prévaut dans cette partie du pays avec les exactions de Boko Haram. Nous avons choisi le département du Logone et Chari parce que c'est un département qui fait face à plusieurs problématiques difficiles, frontaliers avec des pays et donc la polio. Ici, nous avons la problématique des personnes déplacées, nous avons la problématique aussi de la pauvreté, d'un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas très bons. Les exactions de Boko Haram sont également la cause des mariages précoces car beaucoup de jeunes filles en quête d'un refuge acceptent la première main tendue et finissent par en devenir des épouses. Le préfet du département du Logone et Chari qui a présidé cette cérémonie a convié toutes les autorités civiles, politiques et religieuses à se mettre en synergie pour barrer la route à ce phénomène. Avant 18 ans, la plupart de nos enfants sont déjà mariés, sans avoir une certaine maturité. Nous croyons que c'est dommage et il s'agit pour nous, dans ce département, de nous ressaisir, que les communautés, que les leaders d'opinion, les chefs religieux, les imams, les prêtres, les pasteurs, que tous se mobilisent pour que plus jamais ça. Les 2 jours du forum ont permis à l'État du Cameroun, en partenariat avec l'UNICEF, de mettre sur pied une plateforme pour plaidoyer fort et efficace en faveur de la santé et de la protection de l'enfant. Présidentielle 2018, l'on se déploie déjà dans certains partis politiques. L'un des candidats déclarés pour cette élection était sur le terrain ce week-end. Paul-Éric Kingé, à la tête du nouveau parti, le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, s'est rendu à Djombe-Penja. Il a fait face à une population enthousiaste, mais avec un chapelet de revendications et d'attentes. Des précisions avec Gladys Sidji. Paul-Éric Kingé, accueilli en héros à Djombe-Penja lors de la tournée de présentation du MPCN, lancée au mois de juin à Douala. Pour l'escale de Djombe-Penja, il a procédé à l'installation du bureau des sections et sous-sections de ces localités. Les populations ici voient en lui celui par qui le changement va arriver. Leurs attentes sont nombreuses. Je ne pense pas qu'on pourra encore marcher sur la poussière. On pourra vivre encore le désordre, vivre le changement des ouvriers qui souffrent, des enfants qui ont été à l'école, qui ont des diplômes, qui ne peuvent pas travailler. Je pense qu'avec celui-ci, Paul-Éric Kingé qui est là, que le Seigneur pourra le bénir, à aider nos enfants et surtout nous-mêmes dans la localité. Nous pensons qu'il va venir nous arranger les choses dans Djombe-Penja. Parce que réellement, si vous voyez, la commune de Djombe-Penja, c'est la commune la plus riche dans le Congo. Mais jusqu'ici, Djombe-Penja mange encore dans la poussière. Paul-Éric Kingé a invité les uns et les autres à s'inscrire massivement sur les listes électorales afin de gagner leur pari l'année prochaine. Le Cameroun est très très mal géré, mais tout n'est pas perdu. Il y a une génération de jeunes qui va se lever comme un seul homme pour dire non à
cette cacophonie dans laquelle notre pays, de gestion dans laquelle notre pays est plongé depuis pratiquement une trentaine d'années. Il y a de l'espoir. Il est temps que nous travaillions pour que ça change, que mes populations ne perdent pas espoir. Très bientôt, les élections donneront l'occasion de revenir aux affaires au niveau non plus local, mais au niveau national. L'ancien maire de Djombe-Pendja est candidat à l'élection présidentielle de 2018. L'annonce a été officiellement faite le 4 juin 2017 à Douala, lors de l'Assemblée générale de son nouveau parti, le Mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau. Ordonnons aux frontières à présent, c'est officiel. L'accord du 31 décembre 2016 ne sera pas respecté en République démocratique du Congo. Les élections générales ne pourront pas se tenir avant la fin de cette année. Comme le stipulait d'ailleurs ce texte, la Commission électorale nationale a indiqué que la tenue des élections législatives, présidentielles et locales avant la fin de l'année n'est pas du tout possible. Le point avec Donald Agnozoa. La Commission électorale nationale indépendante, par la voix de son président Corneille Nangaa, a fait savoir que la tenue des élections présidentielles et législatives en République démocratique du Congo ne sera pas possible avant la fin de l'année. La déclaration qui filtre de la réunion sur le processus électoral en RD Congo, organisée au siège parisien de l'Organisation internationale de la francophonie, vient balayer du revers de la main l'accord signé le 31 décembre 2016. Cet accord, conclu entre l'opposition et la majorité au pouvoir sous l'égide de l'Église catholique, prévoyait que les élections présidentielles, législatives et locales soient organisées simultanément au plus tard en décembre 2017. Or, selon le président de la commission électorale, les bonnes conditions de sécurité dans plusieurs provinces du pays telles que souhaitées par l'accord, et notamment au Kasaï, ne permettent pas pour l'instant un déroulement correct du scrutin. Pour mémoire, la RD Congo traverse une crise politique profonde, aggravée depuis peu par le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le mandat a expiré le 20 décembre 2016. Et avant de refermer ce journal, ces résultats de la 21e journée Elite One de football, donc qui s'est disputée hier dimanche sur l'ensemble du territoire. Canon et APGS ont fait jeu égal, 0 but partout. UMS et Bamboutos, 0 but partout également. Colombe a pris le dessus sur Astre, 1 but à 0. Et Sport a été battu face à Futur FC, 1 but à 0. Yon Sport Academy a pris donc le dessus sur Union de Douala, 2 buts à 0. Match nul entre Aigle et Racine, 1 but partout. New Star et Stade Renard se sont donc quittés sur le score nul et vierge de 0 but partout. Unisport a battu Lyon Blessé sur le score de 2 buts à 0. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. Bonsoir à tous et mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du 20h à la une de ce journal. Ils réaffirment non seulement leur position, l'évêque de Bafia a été assassiné, mais ils déclarent aujourd'hui avoir des preuves. Eux, ce sont les évêques du Cameroun qui ont saisi l'occasion de l'Assemblée plénière des conférences épiscopales de l'Afrique centrale pour dénoncer une fois encore le décès suspect de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Pour l'archevêque métropolitain Samuel Cléda, l'Église catholique est à mesure d'apporter des preuves de ce qu'elle déclare. Douala, à l'épreuve des ordures ménagères, la cité économique est jonchée de tas d'immondices, incapable de faire impossible, plutôt de faire un pas sans apercevoir un bac à ordures plein à craquer. L'entreprise en charge de la collecte de ces déchets pointe un doigt accusateur vers des factures non payées, mais également vers un contrat désuet. Et puis l'on attend peut-être le bout du tunnel dans la sempiternelle question de la gestion du droit d'auteur au Cameroun. Les deux dernières sociétés en la matière, la SOCAM et la CMC, ont été fusionnées ce jour à Yaoundé. Un grand pas dans la gestion des droits d'auteur selon des artistes musiciens qui ont pris part à cette cérémonie. Voilà pour le sommaire, les détails c'est dans un instant.
Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Nous le disions tout à l'heure, après avoir réaffirmé leur position samedi dernier au sujet des circonstances troubles du décès suspect de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, les évêques du Cameroun avouent aujourd'hui et affirment qu'ils ont des preuves de ce qu'ils déclarent. Ils le disent donc pouvoir prouver que l'évêque de Bafia a été assassiné. Différents groupes en conflit ne sont animés que d'un esprit de haine et de vengeance. À vous aussi, Monseigneur Louis Porcelain Bouyou, évêque de Kingala, au Congo, dont vos collaborateurs et nombreux de vos fidèles se retrouvent dans les forêts. C'est conscient de cette montée du radicalisme religieux et des violences qu'il engendre que les conférences épiscopales d'Afrique centrale ont décidé de se pencher sur le sujet. Les victimes de cette barbarie, nourries par l'égoïsme et l'ambition démesurée des hommes, se comptent par centaines de milliers à travers le monde et dans notre région d'Afrique centrale. Tout est fermé au dialogue. Il n'y a que les couteaux, les machettes, les flèches et les fusils qui parlent. Un vrai changement de mentalité et d'attitude s'impose ainsi à tout croyant. Il faut arriver à une vraie attitude de conversion. À Yaoundé, il sera question pendant une semaine de voir comment le communisme et le dialogue interreligieux peuvent apaiser les tensions et cultiver l'amour du prochain. Le message de cette conférence, c'est un message de paix qui doit passer pour construire la paix à travers l'écuménisme et le dialogue interreligieux, qui veut dire la nécessité aujourd'hui que les uns et les autres, dans nos diversités, puissions construire un monde de paix, dans l'unité, dans la fraternité et dans le respect de l'autre. Pas un contre l'autre, mais un à côté de l'autre pour marcher ensemble dans la construction de notre société, dans la promotion du bien commun, par la promotion de la dignité humaine. Une 80aine de participants, dont des cardinaux, archevêques et évêques, prennent part. Seigneur lui donne la paix et que toute la lumière soit faite par rapport aux circonstances de son décès, qu'on puisse voir si la justice peut arriver à découvrir les auteurs et le mobile. Je sais que la main de Dieu est puissante, la puissance de Dieu est au-delà de tout. Le légat du pape s'est montré lui aussi préoccupé, bien que ne disposant pas plus d'éléments que le clergé camerounais. Nous sommes vraiment très désolés. C'est un événement triste qui nous laisse dans la détresse et que nous espérons que ce qui s'est passé puisse devenir un exemple de la nécessité de ce que nous voulons construire, c'est-à-dire un monde meilleur. Des réactions qui font suite au communiqué publié le 4 juillet dernier par le procureur général près la cour d'appel du centre. Jean-Fils Tamac mettait alors en avant la noyade comme étant la cause la plus probable du décès de l'évêque de Bafia. Et notons que la rencontre ouverte ce jour à Yaoundé qui réunit les conférences épiscopales d'Afrique centrale table sur la promotion de la paix par l'écuménisme et le dialogue interreligieux, un sujet plus que d'actualité dans une sous-région où les populations subissent très souvent plusieurs exactions, parfois au nom de la religion. Une fois encore, retour Marcelin Gansop. Dans plusieurs pays de la sous-région, des crépitements d'armes à feu et autres actes de violence endeuillent de nombreuses familles. Au nom de la religion, des gens tuent et pillent, laissant derrière eux le spectacle désolant d'un peuple ou d'une communauté meurtrie. Je me tourne personnellement vers vous, mes frères de la Centrafrique. Tous vos frères et vous-même vivez depuis quelques années une crise sociale politique grave qui chaque jour fait de nouvelles victimes. Aux assises de Yaoundé qui ont été ouvertes au nom du chef de l'État par le ministre René Emmanuel Sadi. Et toujours à ce sujet, notons que la situation reste préoccupante en République centrafricaine, malgré les initiatives de paix entreprises à divers niveaux par les autorités et même la conférence épiscopale de ce pays. Le point est fait par le cardinal Dieudonné Zapalenga, archevêque de Bangui. Il est au micro de Marcelin Gansop. Je vous propose de l'écouter.
La situation à Bangui, un calme précaire qui règne. Ça veut dire qu'on peut arriver, on peut circuler et tout, mais on sent qu'au fond des gens, il y a encore ce sentiment de haine, de vengeance, l'appel aussi à réagir devant les événements qui restent latents. Donc on est comme assis sur des braises. Par contre, à l'intérieur du pays, la situation est plus préoccupante dans le sens que des hommes qui sont en armes prennent en otage toutes les provinces, pour ne pas dire les régions entières. Ceux qui sont en armes, c'est eux qui raquettent, c'est eux qui volent, qui pillent, qui incendient, qui détruisent des villages entiers. Et nous pensons que ça, c'est des situations préoccupantes où les pauvres populations sont victimes maintenant des seigneurs de guerre. Ce qui justifie, c'est qu'actuellement, il y a un chaos dans notre pays et tout le monde s'improvise, préfet, sous-préfet, chef, parce qu'il a une arme. Et ils veulent maintenant prendre de l'or, prendre les diamants et aussi avec les bœufs être des chefs et collecter de l'argent puisque l'État n'existe plus, l'État est faible, l'État est seulement à Bangui, mais à l'intérieur, vous avez beau avoir le préfet, vous avez beau avoir le maire ou les autorités, mais ces autorités jouent de rôle de figuration. Formations donc qui sont sorties à la réunion de l'Assemblée plénière des évêques de la conférence épiscopale de l'Afrique centrale qui s'est ouverte ce lundi à Yaoundé. Occasion pour Monseigneur Cléda de revenir sur ce décès qui secoue l'Église catholique depuis plusieurs semaines. Des précisions avec Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Ce n'est pas exagéré que de dire que le fantôme de Monseigneur Mbala a hanté l'ouverture de la 11e Assemblée plénière des conférences épiscopales d'Afrique centrale. Et c'est le président de cette instance, par ailleurs archevêque de Douala, qui évoque la disparition de Jean-Marie Benoît Mbala, alors évêque de Bafia. Mort dans des circonstances non élucidées, et il n'est pas encore inhumé. C'est le deuxième évêque assassiné au Cameroun après des prêtres et religieux. Face à la presse, Monseigneur Samuel Cléda persiste et signe. Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala a été assassiné. Il dit d'ailleurs détenir des preuves, mais que le lieu et le moment ne sont pas indiqués pour les mettre sur la place publique. Ce n'est pas le moment de mettre ça sur le marché public. Nous avons nos éléments. Si nous affirmons quelque chose, les évêques, nous sommes des responsables. Ce que nous disons, c'est la vérité que nous disons. Et nous sommes convaincus de cela. Et nous voulons que la vérité soit établie pour qu'il n'y ait plus d'autres crimes. Les autres évêques présents à Yaoundé portent également le deuil de leurs collègues, convaincus qu'il a été assassiné et souhaitent que toute la lumière soit faite au nom de la vérité. Le procureur parle de probable noyade. Et si c'est une noyade, quel genre de noyade? On peut se noyer soi-même, on peut être noyé par quelqu'un d'autre. Nous avons la conviction que ce pasteur n'est pas mort noyé, en tout cas qui ne s'est pas suicidé, il a été tué. J'étais son voisin le plus proche. Nous ne pouvons ne pas être marqués par son décès qui nous attriste. Mais nous prions pour que